Ribay Nasri, vous êtes le président de l'ANEXAL, l'association des exportateurs algériens. Beaucoup de choses sont produites en termes de textes juridiques, notamment ce fameux plan de relance économique. Est-ce qu'aujourd'hui ce plan est de nature à apaiser, à rendre serein la pratique économique, que ce soit pour les opérateurs locaux, ceux qui se destinent à l'exportation ou ceux qui se destinent à l'investissement? Très bien. Si on prend d'un point de vue politique, je pense qu'il y a une prise de conscience quant à la nécessité de l'Algérie, donc à s'inscrire dans ce qu'on appelle donc l'intégration verticale de l'industrie algérienne qui est actuellement dans beaucoup de secteurs extravertis. La volonté donc quand on lit le plan de relance économique, il brasse plusieurs secteurs, mais on peut retenir une chose pour l'investissement d'une manière précise. C'est que les textes, l'Algérie, on lui a toujours reproché une instabilité. À titre d'exemple, dans la loi des finances 2021, il y avait donc un problème concernant la rétroactivité, je crois que c'est l'article 135 de la loi des finances, qui parlait de la revente en état avec un effet rétroactif. Nous avons réagi donc auprès des autorités pour dire que c'est une mauvaise décision, c'est un mauvais signal qu'on donne donc aux investisseurs qui nous observent quand il y a une rétroactivité des lois. Donc cette stabilité juridique, elle reste à démontrer. Actuellement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans le cadre de la restriction des importations. C'est positif pour les investisseurs parce que il y a une protection du marché qui va aider donc les investisseurs éventuels donc à venir en Algérie. Mais il y a beaucoup de préalables à régler. Les préalables sont connus, sont recensés, notamment donc la réglementation d'échange. Deuxièmement, c'est le règlement de ce qu'on appelle le foncier industriel. Troisièmement, c'est les conditions d'accessibilité qui sont pas quelquefois très transparentes. Donc, il y a beaucoup de chantiers qui sont actuellement donc engagés et c'est à l'État justement. Et à ma connaissance, il y a une commission qui est en train de plancher sur l'amélioration du doing business en Algérie. On attendra donc ses conclusions et les décisions à ce sujet-là. Mais ce qu'on peut retenir infini, c'est donc cette volonté de déblayer le terrain pour attirer l'investissement, que ce soit national, que ce soit étranger. En tout état de cause, nous au niveau de l'exportation, on sait une chose, c'est que le développement et l'augmentation du volume des exportations en Algérie est intimement lié aux investissements des 10 dernières années. C'est-à-dire que les investissements des 10 dernières années représentent 83% de l'augmentation donc des exportations qui sont durant les 8 premiers mois à 2,9 milliards de dollars. Sur les 2,9 milliards de dollars, les investissements, je l'ai dit, concentrent pratiquement 83%. Je prends le cas d'un produit qui est actuellement remarquable, c'est les produits sidérurgiques. C'est grâce à l'investissement dans cette filière qu'on est passé donc de 29 millions de dollars à 596 millions de dollars. On peut citer l'investissement dans le ciment qui a fait passer l'Algérie d'un pays importateur à un pays exportateur. Les investissements qu'il y a eu donc à partir de 2010 dans le sucre actuellement, le sucre représente à peu près donc près de 10% si on réalise 4 milliards et on va s'acheminer vers une exportation de 400 millions de dollars. Et vous avez les investissements dans les fertilisants. Donc les investissements qu'il y a eu en 2013 avec Sorfert, en 2015 avec Algérienne Omanaise Asmida, et ça s'appelle comme ça, donc à Rouen, a permis donc de porter le chiffre qui était de l'ordre de 65 millions de dollars à 800 millions de dollars. Donc, tout le développement, c'est ce que j'appelle les produits émergents, sont intimement liés à l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne pourra pas développer les exportations s'il n'y a pas
d'idées. Les idées exigent une chose, c'est dans la confiance dans la stabilité juridique du pays. Le président de la République a parlé donc d'une visibilité sur 10 ans, sur une décennie. On attend donc la concrétisation sur le terrain. Et comment donc attirer les investisseurs et surtout sur quelle filière. Donc toutes les filières qui seront consacrées à l'intégration, donc substitution aux importations, exportation, doivent être les créneaux, enfin le credo donc de l'identification des investissements. Ça c'est très important. L'Algérie actuellement a des côtés positifs. Nous sommes en association avec l'Union européenne, donc ouverture pour les pays éventuellement asiatiques qui ne disposent pas d'un accord à venir investir chez nous. Nous avons donc 6300 km de frontières, une accessibilité vers le cœur de l'Afrique, et nous sommes à la veille donc de la conclusion des échanges des instruments de ratification. Et donc la ZLECAf, actuellement c'est 36 pays, 27 pays avec l'Union européenne, nous avons 12 pays au niveau donc de la zone arabe de libre-échange, ce qui fait globalement 68 pays sur lesquels nous aurons donc des accords de préférence tarifaire. Ça, c'est important pour quelqu'un qui veut investir dans notre pays. Et l'ouverture du marché libyen? Bien sûr, la Libye, elle est actuellement incluse. La Libye, actuellement, en matière de destination, elle est très donc sollicitée par des pays, des grands pays, donc notamment par la Turquie et l'Égypte, où elle a toutes les infrastructures à construire. Mais en tout état de cause, il faut retenir ce chiffre de 68 pays qui ont signé des accords avec l'Algérie. Donc il y a une accessibilité. Donc pour les parties asiatiques, pour aller vers l'Afrique ou aller vers les Amériques, l'Algérie est plus proche. Justement, où en sommes-nous avec l'Union européenne avec l'accord d'association dans sa pratique, dans son application aujourd'hui? Très bien. Il est clair que les mesures donc de ce qu'on appelle de défense commerciale, notamment les mesures de sauvegarde prises en Algérie, n'a pas été bien apprécié par la partie européenne. Donc, je sais qu'ils ont saisi donc la partie algérienne pour justement demander des explications à ce sujet. Nous, de l'autre côté, je pense que l'exposé des motifs, et c'est prévu par donc l'OMC, c'est les mesures de sauvegarde quand une filière est mise en danger dans le pays concerné, il peut déclencher ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde, c'est-à-dire protéger son marché jusqu'à ce que la filière se redresse. Ça existe un peu partout, mais en tout état de cause, la balance des paiements algériennes, il faut savoir que on avait un stock de 174 milliards de dollars, exactement 175 milliards de dollars en fin 2014. Ce stock est passé à 43 milliards de dollars en 2020. Et c'est une perte sèche de pratiquement, c'est affondu, c'est 132 milliards de pertes en 6 ans, ce qui a amené donc les pouvoirs publics à essayer donc de consolider, au moins de ne pas trop laisser cette réserve de change se détériorer, mais malheureusement le taux de couverture ne le permettait pas. Je pense que pour cette année, le taux de couverture va peut-être dégager un léger excédent, d'une part parce qu'il y a une augmentation du prix du baril. Je pense que les exportations en Algérie, nous sommes à 24 milliards de dollars à fin août. Je pense qu'on peut aller à 33-34 milliards de dollars d'exportation, tout produit confondu, pétrole et HH, et des importations de l'ordre de 32 milliards.
32-33. Donc, pour la première fois depuis longtemps, on aura soit un équilibre, soit une légère augmentation de cette balance commerciale. C'est très important. Mais il faut savoir que globalement, la balance des paiements restera déficitaire parce que nous sommes importateurs nets de services. Que la moyenne des importations de services étaient de 12 milliards de dollars pour des exportations de l'ordre de 4 milliards, donc un déficit de 1 milliard. Donc la balance des paiements sera certainement négative à cause justement des services. Et donc ce texte va finir par être réaménagé ou non? Le texte de l'accord d'association. Je pense qu'il y a nécessairement une révision de cet accord, parce que d'abord l'article 16 de l'accord d'association le permet. Et la situation actuellement de notre pays, d'un point de vue économique et compte tenu donc du déficit de la balance des paiements, nous autorise à revoir cet accord parce que nous sommes un pays émergent et nous faisons face à 27 pays, donc la première puissance économique. Donc il n'y a pas forcément pas d'équilibre au sens donc de l'article 2 de l'accord d'association à ce sujet-là. Il faut savoir que l'accord, ce n'est pas uniquement un accord commercial. Donc c'est un accord complet. Il y a aussi les investissements, il y a aussi la formation, il y a aussi donc ce qui est donc très très important, la liberté de circulation. Donc beaucoup de clauses de cet accord n'ont pas été appliquées. Donc quand on voit les investissements d'origine européenne, ils y ont été très proches donc de zéro qu'autre chose. Donc l'Algérie doit, à mon avis, revoir cet accord-là dans le sens de l'équilibre, c'est-à-dire quoi? C'est comment l'Algérie peut amener les entreprises européennes à venir investir. Tout simplement parce que toute réduction dans la balance d'échange va entraîner donc un recours à l'endettement, ce que le gouvernement, donc les pouvoirs publics ne veulent pas. Et aussi, nous avons une jeunesse qui demande à être employée. C'est la seule donc porte pour l'emploi, c'est l'investissement, c'est intimement lié. Donc toute dégradation de l'investissement ou de l'absence d'investissement va entraîner un taux de chômage qui peut amener ces jeunes à aller ailleurs. Parce que tout affaiblissement de l'Algérie, disons de façon mécanique, entraîne donc pas un danger, mais en tout état de cause, une répercussion sur la partie européenne que nous fait face. Ça, c'est nous sommes intimement liés et l'Europe a tout intérêt à avoir en face d'elle un pays qui se porte bien, un pays qui est stable, qui emploie ses jeunes, qui ne pense pas à le quitter. Ce matin encore, le CNES organisait une rencontre autour de la question de l'adhésion à l'OMC. Nous avons un statut d'observateur et notre demande, la première demande a été faite en juin 1987. Nous sommes donc le doyen dans la demande d'adhésion à l'OMC. Nous ne sommes pas du tout pris à y adhérer. Je ne parle pas des questions dogmatiques, mais en tout état de cause. Toutes les décisions prises d'une manière souveraine ne peuvent pas avoir l'assentiment de l'OMC. Elles sont en complète contradiction. L'OMC demande la liberté du commerce, la libéralisation du commerce. Nous faisons exactement le contraire. Nous essayons de voir comment, et je vous dis donc les exemples. Nous avons pris des décisions sur les droits additionnels provisoires donc qui existent, c'est contraire à l'OMC. Nous avons donc une modification donc dans le commerce international, notamment le règlement 51-49. Nous avons donc, et nous sommes en train donc de prendre des décisions qui sont pas une entrave à la liberté du commerce, mais en tout cas ne facilitent pas donc l'importation tout azimut. Et une autre question, c'est que avec l'OMC, nous sommes déjà partenaires avec 68 pays dans le cadre des accords d'association actuels ou futurs
Je parle de l'ASLECAF. Et c'est nos principaux fournisseurs, si on exclut la Chine. Donc, à quoi bon aller maintenant à l'OMC? Et puis la demande de l'OMC, qui est pour moi la plus importante, elle est essentielle, c'est donc ce qu'ils considèrent comme une subvention sur le gaz algérien. Donc, si on voit les pays donc, qui ont adhéré, qui sont producteurs de pétrole et de gaz, je prends le cas de l'Arabie Saoudite ou le cas de la Russie, c'est qu'il y a eu des engagements de ces pays-là d'atténuer ce différentiel entre le prix interne et le prix externe, qui considèrent comme étant une subvention. Je pense que le problème essentiel sera à ce niveau-là. Vous êtes maintenant l'un de ceux qui prônaient l'internationalisation de l'entreprise algérienne. Pourquoi? Et comment est-ce possible? Donc, l'internationalisation de façon générale d'une entreprise, c'est d'abord un levier de croissance. C'est aussi un levier de croissance pour l'entreprise et pour le pays. C'est aussi un moyen de capter la valeur ajoutée en s'installant de l'autre côté. En s'installant dans notre pays, on va bénéficier des avantages de ce pays-là concernant l'investissement, on va ramener des dividendes, on va pas contourner, mais si vous exportez un produit fini et vous installez de l'autre côté pour le produire, les droits de douane changent. La maîtrise du réseau commercial dépend de l'entreprise, parce que le meilleur défenseur et le meilleur développeur de la commercialisation des produits dans un pays X appartient d'abord au producteur. On ne peut pas trouver des importateurs ou des distributeurs qui feront mieux que le producteur, parce qu'il y a des services après-vente, il y a aussi donc des services liés donc à la qualité, à la garantie des produits. Et le monde actuellement, si on constate l'Afrique, il y a une concurrence féroce entre certains pays. Je citerai à titre d'exemple la Turquie, la Chine et tout simplement nos voisins de l'Ouest, sont en train de mener une concurrence féroce pour justement investir dans ces pays-là. Parce qu'ils ont de la matière première, parce que la main-d'œuvre n'est pas chère et tout. Donc, ils ont pris conscience que la source de richesse, elle est là-bas. Elle est en Afrique. Nous sommes les seuls à interdire aux entreprises d'avoir une expertise et une expérience à l'international qui, en fin de course, profite au pays. Il n'est pas normal que nous ayons 11 000 entreprises étrangères installées chez nous, et on dit que ces entreprises, il faut donc mettre ces comptes en 49. En Afrique, il n'y a pas de ces comptes en 49 dans beaucoup de pays, donc on peut s'installer à 100%. La réglementation d'échange est favorable. Nous, on sait que l'investissement étranger, il faut le cadrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une source aussi de transfert de la devise de manière tout à fait normale. Mais nous, on a cette possibilité de s'installer si ce n'est que dans les pays limitrophes. Et moi-même, je préconise à certaines entreprises de s'installer notamment dans la transformation primaire. Parce que il y a des entreprises qui font de la matière première ici, ils sont donc de la matière première en produit fini. Le produit fini, c'est question de conditionnement. Donc, je peux installer une unité de conditionnement et j'exporte ma matière première et je la développe là-bas. Et je citerai aussi le cas du ciment. Le ciment, on exporte du clinker. Le clinker, il faut savoir que le ciment, c'est un produit hautement énergivore. Donc, nous exportons aussi du gaz subventionné à l'intérieur, de l'énergie et tout. Et 95%, c'est du clinker. Donc, c'est du ciment en cailloux ou en boule. Si nous installons, si on laisse les entreprises installer des broyeurs de l'autre côté, le broyage du clinker va donc aboutir à la poudre de ciment, donc le sac. On obtient la valeur ajoutée qui existe entre le clinker et le ciment, c'est-à-dire à peu près 25 à 30% de valeur ajoutée, en installant simplement des broyeurs. Pourquoi on se prive de cette valeur ajoutée? On la donne à d'autres. Non. Et s'installer de l'autre côté avec des broyeurs, on peut donc avoir une réactivité vis-à-vis de la demande. On peut faire donc aussi un package et un conditionnement
conforme, parce que c'est pas tous les pays qui consomment du 100 kilos, du 50 kilos. Donc il y a des pays qui demandent du 25. Ça permet une flexibilité, une réactivité et aussi donc un gain en valeur ajoutée. Si de manière générale, et c'est ce que vous disiez au début de notre entretien, hein, le discours politique a changé ou s'est montré un peu plus volontariste, est-ce que pour autant on réussira à éliminer ce qui a longtemps été un fléau pour notre économie, la bureaucratie et les rouages intermédiaires? Je pense que la difficulté chez nous, on dit beaucoup de choses, on affirme beaucoup de choses. Dire et agir, justement, c'est ce passage qui nous manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la chaîne de commandement, quand j'ai pas de chaîne de commandement, les instructions du président, on voit que certaines sont très claires, mais sur le terrain, il n'y a pas d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une inaptitude. Peut-être je parlais pas de mauvaise volonté, mais il y a quelque chose qui se passe qui nous échappe. C'est pourquoi on ne sait pas ou on ne veut pas donc traduire une vision ou une orientation. Toute la problématique est là chez nous et l'administration, elle est ce qu'elle est et on ne peut pas avoir une entreprise de qualité si l'administration n'est pas de qualité. Donc comment? Et l'un des points les plus importants, c'est que la centralisation de la décision nous coûte très cher et c'est une source de blocage. Nous sommes plus jacobins que les jacobins, donc si une décision doit remonter de la wilaya d'Ilizi vers le centre, et c'est toujours les mêmes personnes qui gèrent. D'accord, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je crois que le plan de relance évoque des obligations de résultats pour les différents administrateurs. C'est très difficile pour des administrateurs d'avoir une obligation de résultat, parce que c'est pas, ils sont pas dans ce cas de figure, mais en tout état de cause, le problème essentiel, c'est dans la formulation des textes. Il faut que les textes soient transparents, soient complets, c'est-à-dire que il faut pas qu'ils ouvrent une brèche à l'interprétation. Parce que des textes mal formulés entraînent automatiquement des interrogations et des demandes d'informations qui mettent du temps et quelquefois qui ne viennent pas. Donc des orientations, donc écrire des textes juridiques clairs, nets, et plus ils sont courts, plus c'est mieux. Donc, quand on voit les lois qui sont... Et le président a dit que il n'y aura pas de loi sans les modalités d'application. Et pour changer les écritures, il faut changer les hommes qui écrivent. Changer les hommes, on peut les changer de différentes façons. La meilleure façon, c'est celui qui n'exécute pas soit remercié. Ali Bey Nasri, je vous remercie. Algeria Invest, simply your partner.